Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 3 mai, voici le sommaire de ce journal. Nous recevrons deux invités. Le premier, le secrétaire du comité de commémoration du Prince Régnier III. Albert Croisi nous présentera les manifestations organisées autour du centenaire de la naissance du Prince Régnier, à commencer par le 31 mai sur le Rocher avec une grande fête populaire. Nous discuterons également avec le créateur du championnat du monde de Formula I. Ce samedi se déroulera le 6e e-prix de Monaco. En termes de reportage, nous reviendrons bien sûr sur la victoire à Tel Aviv de la Roca Team face au Maccabi 83-78. Monaco qui a une longueur d'avance sur son adversaire et qui n'est plus qu'à une victoire de la qualification pour le carré final en Euroleague, la compétition la plus relevée au monde après la NBA. Et enfin, nous vous donnerons envie d'aller découvrir, si ce n'est pas déjà fait, l'exposition de Georges Condo au nouveau musée national de Monaco. Vous l'avez peut-être suivi hier au soir sur notre antenne, la victoire de la Roca Team face au Maccabi 83-78 lors du match 3 des quarts de finale d'Euroleague à Tel Aviv. Le club nation n'avait perdu que 2 fois cette saison dans sa salle. Et après le match d'hier soir, Monaco est devenu la 3e équipe à s'imposer chez les jaunes et bleus et mène ainsi 2 victoires à 1. Résumé d'une rencontre bouillante avec Yannick Debever et Sylvain Péroumal. Les Israéliens avaient promis l'enfer à la Roca Team pour les matchs 3 et 4 de la série de play-off d'Euroleague et ils n'ont pas menti. L'arrivée du bus à la salle est chaotique entre insultes, menaces, fumigènes et jets d'eau sur les joueurs. Une tentative d'intimidation qui se poursuivra ensuite dans la Menorah Miftachim Arena où les supporters jaunes et bleus attendaient de pied ferme les Roca Boys. Tout ce spectacle n'affecte en rien la Roca Team qui semble même galvanisée par cette adversité. C'est Jordan Lloyd qui lance les hostilités pour permettre à Monaco de commencer en tête. Le club du Rocher ne perdra jamais son avantage et va mener au score tout au long d'une rencontre maîtrisée de A à Z. Mike James est étincelant en première mi-temps avec 18 points inscrits et le sentiment qu'aucun défenseur israélien ne peut l'arrêter. Il est extraordinaire ce soir, Mike James. Logiquement, l'écart monte rapidement à 10 points d'avance pour une Roca Team patiente qui prend son temps sur chaque attaque. Avec seulement 32 points encaissés en première mi-temps pour 41 inscrits, les joueurs de Sacha Obradovic écœurent les 10 000 fans de Tel Aviv. La seconde période sera un peu plus délicate à gérer pour les Monégasques à cause notamment des changements défensifs des jaunes et bleus. Les attaques de Monaco sont moins fluides, mais ils gardent le cap en allant chercher leurs points sur la ligne des lancers francs. Si Mike James a porté l'équipe en première mi-temps, dans le second acte, c'est véritablement le collectif qui se montre au-dessus de celui de Tel Aviv. La détermination de chacun permet de ne pas laisser le Maccabi passer devant au score, alors qu'ils reviennent dangereusement et comptent seulement 3 points de retard à la fin du troisième quart. Eli Okobo, comme à son habitude, élève son niveau de jeu dans la dernière période et inscrit 6 de ses 12 points dans ce moment délicat. L'action du match vient de la défense, amorcée par Alpha Diallo, concrétisée par un plongeon plein de détermination de Motier Unas et finalement converti parfaitement par l'arrière français. Eli Okobo qui marque sur la contre-attaque. Monaco résiste ensuite aux attaquants israéliens en gardant au minimum 2 possessions d'avance jusqu'à un dernier frisson, venant de Wade Baldwin qui effectue une action de génie en ratant intentionnellement son lancer franc pour ensuite offrir l'opportunité de marquer à 3 points. Derrière, John Brown défait la défense tout-terrain de Tel Aviv et puis Baldwin, encore lui, ne veut décidément pas abdiquer et rentre un nouveau tir incroyable pour revenir à seulement 3 points. Monaco ne commet pas d'erreur sur la remise en jeu et Jordan Lloyd termine le travail en assurant ses 2 lancers francs. Score final 78-83, la Roca Team devient la 3e équipe à s'imposer sur le parquet du Maccabi cette saison et prend l'avantage dans cette série de play-offs. We were more, let's say, mentally ready to play. I think, same like for us, first game in Monaco was hard. Mentally to be, locked in a game. Now, this pressure, went, to them, and we used this. Everyone was ready, was locked in, and I think, the show they made before, the game, hurt them more than us. Avec cette victoire, Monaco est assuré au moins de jouer un match décisif à Gaston Médecin en cas de défaite au match 4. Les Roca Boys ont même l'occasion ce jeudi de se qualifier pour le Final Four à condition de créer un nouvel exploit dans la Menorah Miftachim Arena.
Match à suivre en direct sur Monaco Info ce jeudi à 20h. Vous l'avez vu dans ce reportage, il y a une ferveur des supporters du Maccabi dans leur stade, mais il y a également une ferveur ici à Monaco, on le sait. Émilie Terrasson est allée à la rencontre des supporters plutôt confiants. Oui, je pense sérieusement, il y a une très bonne cohésion d'équipe. Les joueurs clés comme Jordan Lloyd ou Mike James font un super travail. On n'est plus qu'à une victoire pour le Final Four. Je pense que voilà, par rapport à l'année précédente, on a plus de chances qu'avant. Ça va être dur, mais ils ont des grandes chances. Quand j'ai vu Monaco jouer, je vois qu'ils sont déterminés. C'est le plus important, je pense, dans une équipe. La détermination. Les qualités, c'est surtout la cohésion d'équipe. On voit par rapport, je fais la comparaison avec le football, c'est très difficile dans le monde du basket d'arriver à empiler une belle équipe. Et je pense que voilà, même s'il y a des joueurs clés, les joueurs qui sont sur le banc arrivent vraiment à apporter la valeur ajoutée, que ce soit les joueurs français ou américains. Il y a quelque chose qui se crée à mon avis. Donc on est tous derrière eux et on est très heureux. Vous venez de l'entendre, on est tous derrière la Rocca Team. Mercredi 31 mai sera la date anniversaire de la naissance du prince Régnier III. Ce sera symboliquement le coup d'envoi des commémorations en hommage à un prince cher au cœur des Monégasques. De nombreuses manifestations seront organisées toute l'année et nous sommes avec le secrétaire du comité de commémoration du prince Régnier III, Albert Croisi. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quelles seront les principales dates à retenir, ou plus précisément les principales manifestations? On commence par le jour de la naissance du prince Régnier III, le 31 mai. Ça va être la fête sur le Rocher. Expliquez-nous. Oui, ça va être le Rocher en fait, tout l'après-midi, de 14h30 à 23h. En gros, on va réunir sur le Rocher une somme impressionnante d'artistes, de magiciens, de danseurs, de troupes folkloriques qui vont animer à tous les endroits du Rocher, puisqu'il y en aura devant le musée, devant la mairie, devant le palais, dans les jardins Saint-Martin, à la place Saint-Nicolas, des scènes montées, des spectacles qui vont dérouler toute la journée. Ça, cet après-midi-là, est réservé donc aux Monégasques et à l'ensemble des résidents de la principauté de Monaco qui pourront venir rendre hommage au prince Régnier III. Quels sont les autres événements à retenir tout au long de l'année? Alors même si on ne peut peut-être pas tous citer, parce que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de manifestations, oui. De quoi on peut parler? On peut parler déjà d'une exposition, le prince chez lui, le 31 mai, le jour J, les Monégasques, les résidents qui viendront sur le Rocher ce jour-là, pourront visiter le palais et aller se rendre compte de cette merveilleuse exposition. Ensuite, il y aura une exposition qui prendra le relais au quai Antoine Ier. Là, on est plutôt sur le prince bâtisseur. Après, il y aura une pièce de théâtre que le prince a lui-même joué lorsqu'il était étudiant à Montpellier. Ça, c'est le studio de Monaco. Ensuite, les ballets de Monte-Carlo montrant un ballet en l'honneur du prince Régnier III. Ensuite, nous avons le Yacht Club de Monaco qui va faire lui aussi une belle exposition dans les locaux du Yacht Club avec des objets personnels du prince. Je crois savoir qu'ils feront venir également durant le Yacht Show des bateaux ayant appartenu au prince. L'Automobile Club fera une belle rétrospective, une exposition de photos du prince remettant les coupes aux vainqueurs. On a l'habitude de voir les affiches, mais pas forcément les remises de prix. Enfin, toute l'année, il va y avoir une somme d'événements organisés un peu partout. Il y a M. Genta qui, au sein de la Roseraie, fait une exposition. Il y a les rencontres littéraires, Fabien Boisson qui fera également une petite conférence. Il y a un film, bien sûr, j'allais oublier, le film Le Prince Régnier par lui-même, qui va être diffusé en toute première le 4 juillet 2023. Donc non, il y a beaucoup de choses. La mairie de Monaco mettra bien sûr le prince à l'honneur lors du concours de langue monégasque. Voilà, j'ai un agenda très rempli. De toute manière, on vous fera savoir toutes ces dates-là. On a commencé à afficher en ville avec l'affiche générique et les plus gros événements. Mais le site internet du comité Régnier III peut renseigner tout le monde. Et là, les gens pourront retrouver tout ce qui va se passer durant toute l'année. C'est une question naïve, mais en quoi c'est important, selon vous, de célébrer le centenaire de la naissance du prince Régnier III? Le prince Régnier III était un prince extraordinaire qui a régné très longtemps, qui est à l'origine de beaucoup de choses. Quand on dit le prince bâtisseur, c'est pas que bâtisseur des immeubles et des bâtiments, c'est bâtisseur de plein de choses. Il nous a fait signer à l'ONU, il a fait tout ce qui a été fait en 50 ans de règne, c'est énorme. Voilà, donc je pense qu'il est bon pour les nouvelles générations, de savoir quelle a été l'action du prince Régnier pendant tant d'années. Aujourd'hui, on sait tout ce que fait le prince Albert II, et son père a fait avant lui beaucoup de choses qui a fait reconnaître Monaco à l'international. Ça, c'est quand même un trait important aussi de l'œuvre de Régnier III. Nous ne pouvions pas passer le 100e anniversaire de la naissance du prince Régnier III sous silence.
J'imagine que l'on n'organise pas une année de festivités et de manifestations sans avoir une équipe autour de soi et des bénévoles, des volontaires. Oui, alors déjà, on a un chef extraordinaire, puisque la présidente du comité des commémorations n'est autre que Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, qui guide tout cela de main de maître, qui a beaucoup d'idées, qui nous dirige dans les bonnes orientations. Elle sait ce qu'elle veut et en suivant ses consignes, on arrive à faire, je crois, de très très belles choses. Et ensuite, il est vrai que pour le 31 mai, où nous attendons, je l'espère, 15 à 20 000 personnes sur le rocher de Monaco, nous avions besoin de main-d'œuvre, de petites mains ou de grosses mains qui viennent nous aider pour que l'organisation soit parfaite ce jour-là. Nous avons fait un appel au bénévolat dans la fonction publique et ce n'est pas moins de 250 personnes qui se sont portées volontaires pour venir nous aider. Je les ai réunis aujourd'hui au lycée technique et hôtelier qui s'appellera, vous le savez puisque ça a été annoncé déjà, le lycée Régnier 3, pour les informer du déroulé de la journée, de quelle sera leur tâche, du référent qui va les encadrer. Et nous sortons de cette réunion où j'ai vu plein de personnes avec le sourire et avec beaucoup d'enthousiasme de participer aux commémorations pour le prince Régnier III. Je suis extrêmement satisfait. J'en parlais dans le journal de lundi, on peut pavoiser en l'hommage du prince Régnier III, mais ce n'est pas forcément avec un drapeau rouge et blanc avec lequel on a l'habitude de pavoiser le 19 novembre. C'est un autre drapeau qui est déjà disponible. Hein. Ça y est, il est arrivé. Nous avons commandé des drapeaux avec le logo officiel des commémorations Régnier III. Ils sont en vente dans plusieurs établissements de la Principauté de Monaco. Et ce qui est souhaité, c'est que nous pavoisions en Principauté du 31 mai au plus tard jusqu'à la fin du Festival international du cirque de 2024. Cet événement signera la fin des commémorations Régnier III. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Albert, vous étiez d'ailleurs aujourd'hui, on en a parlé, à une réunion des bénévoles concernant cette commémoration. Oui. Eh bien, Vanessa Dessy leur a donné la parole. On les écoute. Ça nous donne l'impression de participer à l'histoire de Monaco et surtout de rendre hommage à notre patron, notre cher prince Régnier. C'est super de faire partie de cette nouvelle aventure pour le prince Régnier III qui n'est plus là et voilà, c'est super. Ça va aussi dans le sens de mon travail puisque je suis éducatrice spécialisée au sein de la DASO. Donc voilà, être utile, servir à une cause et de surcroît là où je travaille, c'est important. On l'a tous connu en étant jeune, on l'a tous admiré, le prince bâtisseur. Non, c'est normal qu'on soit bénévole pour le centenaire du prince Régnier, quoi. Je suis régulièrement bénévole, notamment dans le monde du sport, et en fait c'est toujours un honneur d'être bénévole pour la famille princière et d'être à leur côté pour ce moment quand même exceptionnel et unique. Honoré de participer à cette commémoration de Régnier III qui pour moi est un grand homme, le prince bâtisseur, et donc très fier aussi de participer avec mes collègues, toute l'équipe pédagogique de l'école de Fontvieille, à cette cérémonie. Une fierté d'apporter son aide à ce centenaire. Et pour clore le dossier des commémorations, la billetterie des concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo au Palais est officiellement ouverte. Pour le moment, elle n'est accessible qu'aux membres des Amis de l'Orchestre et aux personnes désirant un pass pour 6 spectacles. Les ventes à l'unité démarreront à compter du 9 mai. Il s'agira d'une édition spéciale en hommage au prince Régnier III. Les concerts se dérouleront du 16 juillet au 6 août. En bref, Marie-Pascale Boisson, ambassadeur de Monaco auprès de la République populaire de Chine, a remis ses lettres de créance au président Xi Jinping, une remise qui s'est déroulée au cœur de Pékin, dans le Grand Palais du Peuple. Direction la Villa Paloma, où le NMNM propose une exposition signée Georges Condo. L'événement retrace la continuité d'une œuvre foisonnante qui va des extraterrestres au beau teint mondain, de Guido Reni à Bugs Bunny. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images de Lionel Bernardi. C'est un parcours ponctué de peintures réalisées spécialement par Georges Condo. Plus de 50 œuvres de l'artiste sont présentées au fil de 6 chapitres, provenant le plus souvent de collections privées. Quelques rares effigies ont accédé au stade d'humanoïde, d'autres en revanche sont sur le point de prendre vie. The inspiration for those, it's just the idea that painting from life, I did it when I was studying. And at a certain point, I decided that I had more freedom with imaginary characters and that I could incorporate more languages in painting at the same time in a single painting. So I was able to combine, modernism with old master painting and put all the various different time periods together. And one of the ideas is to kind of destroy the linearity and the chronology of art.
Georges Condo entretient des liens forts avec la principauté. Le directeur des ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot, à l'invitation de son Altesse royale, la princesse de Hanovre, propose une collaboration à Georges Condo en 1998. L'artiste passe ainsi plusieurs semaines avec les danseurs, un événement marquant pour la vie artistique monégasque. L'exposition Georges Condo est une rétrospective de ce peintre américain très connu dans les pays anglo-saxons, mais qu'il est moins en Europe. Et donc on est ravis d'accueillir Georges dans notre musée à la Villa Paloma. C'est une exposition qui a du sens puisque Georges Condo a travaillé en 1998 avec les ballets de Monte-Carlo. Il a fait un rideau de scène. Puis en 2000, avec Jean-Christophe Maillot, il a exécuté les décors et les costumes de son ballet Opus 40. L'exposition Humanoïde se tiendra jusqu'au 1er octobre à la Villa Paloma. En plus de la visite de l'exposition de Georges Condo au NMNM, je vous propose deux autres idées sorties. Tout d'abord, le mercredi 10 mai à 19h30, une soirée ciné au Monte-Carlo Bay avec la projection d'un grand classique, Le Grand Bleu, l'occasion de vous installer sur les transats en bordure du lagon tout en vous restaurant. C'est un événement en partenariat avec Radio Monaco. Et si vous ne savez pas quoi faire ce week-end avec vos enfants, vous avez le Théâtre des Muses qui propose la pièce Les Contes de la Mère Georges, ce samedi à 16h30 et ce dimanche à 11h. Ce spectacle adapte des contes pour enfants de George Sand. Les protagonistes de ces histoires vont apparaître comme par enchantement sur la scène. L'actualité de la semaine, c'est bien sûr les quarts de finale de basket en Euroleague, mais l'actualité de la fin de la semaine, c'est le Monaco e-Prix qui se déroulera ce samedi. Monaco accueille la 9e manche du championnat du monde de Formule électrique. Avec nous ce soir, le créateur de cette compétition, Alejandro Agag, bonsoir. Bonsoir. Nous vivrons ce samedi la 6e édition du e-Prix de Monaco. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette destination, cette étape en principauté ? Pour moi et pour le championnat, le ABB Formula E, c'est notre rêve. Moi, quand on a fondé ensemble avec Jean Todt de la FIA Formula E, vraiment notre but c'était d'arriver à courir à Monaco. Je me rappelle très bien la première réunion avec Maître Berry Automobile Club. Ouais. Il me regardait comme vraiment si j'étais arrivé d'une autre planète. Tu veux faire quoi? Ouais. Une course électrique. Mais le soutien du Automobile Club, le soutien de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert, a été décisif pour faire cette course. Pour nous, vraiment, Monaco, c'est la cathédrale de les courses et on est vraiment ravis d'être ici. D'autant que le Prince Albert II est particulièrement concerné par les énergies renouvelables. Tout à fait. Le Prince, il est vraiment très concerné. Il est vraiment engagé à promouvoir la mobilité propre et dans notre cas, la mobilité électrique. Sans son soutien, je pense que, bien sûr, on ne serait pas ici à Monaco. Quelle a été l'évolution de cette compétition depuis sa création, depuis 2014 ? Les véhicules ont beaucoup évolué, ils sont plus petits, plus légers, avec plus d'autonomie. Parlez-nous de cette évolution. L'évolution de la Formule E a été vraiment très rapide. On a commencé et les voitures ne pouvaient même pas terminer la course. Si vous vous rappelez, les premières... Il fallait aller au stand pour changer les batteries, je crois. Voilà, ouais, on a arrêté pour changer la voiture. Chaque pilote avait deux voitures. Une était pour la première moitié de la course et après il changeait la deuxième moitié. Après 4 ans, on a évolué avec une seule voiture pour toute la course. On a doublé la capacité de ces batteries, mais la voiture était un peu grande. Et là, la génération 3, celle qu'on va voir pour la première fois à Monaco cette année, c'est le next step. Vraiment, on est arrivé à faire la même autonomie avec beaucoup moins de poids, plus de vitesse. Les voitures arrivent presque à 300 à l'heure. Et vraiment, c'est une évolution fantastique de la technologie. Quelles sont les nouveautés du championnat 2023 ? On n'est plus, par exemple, sur un nombre de minutes de course, mais sur un nombre de tours. Quelles sont les nouveautés ? Il y a plusieurs nouveautés. Surtout la plus grande, c'est que les courses ont vraiment une tactique très spéciale, une stratégie, parce qu'il faut vraiment gérer la batterie, l'énergie. Et on a presque 40% de récupération de l'énergie pendant la course. C'est vraiment une technologie, un avancement incroyable de ces courses qui fait les stratégies très importantes pour gagner la course. En quoi cette compétition est importante à vos yeux? Pourquoi avoir voulu comme ça créer un championnat comme celui-là? On est dans un monde où il y a des gros défis. Un, c'est vraiment d'essayer d'avoir une mobilité plus propre. Et la mobilité électrique, ça va être une très grande partie de ça. Et à mon avis, il fallait un championnat qui amenait les voitures électriques plus proches à les gens. Je pense qu'un spectateur, quand il vient et regarde une course de voiture électrique, il est un pas plus proche à acheter pour lui-même une voiture électrique. C'est pour ça que je pense que la FE, le championnat ABB Formula E, c'est très important.
Et que peut-on dire de la notoriété de cette compétition d'année en année? Est-ce que le e-prix attire? Est-ce que c'est une compétition suivie à l'international? Absolument. Chaque année, on a plus de suites, en disant. Moi, je me rappelle les premières années à Monaco, où vraiment il fallait envoyer des gens à Nice pour faire un peu publicité, pour amener du public. Et aujourd'hui, les billets se vendent tout de suite. On sera plein le samedi pour la course. Et on a vu ça partout où on va. Arabie Saoudite, Cape Town, São Paulo, Hyderabad en Inde. Tous les circuits étaient plein. Mexico, 40 000 personnes. Vraiment, ça pousse beaucoup la Formule 1. Je redonne rendez-vous toute la journée de samedi à partir de 7h30, que ce soit les essais libres ou les qualifications, pour arriver à 15h environ avec le départ de la course à suivre en tribune ou en direct sur Monaco Info avec aux commentaires Frédéric Hélion et Franck Phillips. Alejandro Agag, merci. Merci beaucoup. On rejoint Frédéric Hélion pour consulter les prévisions météo. Quel temps fera-t-il jeudi, Frédéric? Toujours du beau temps, Fabien, une matinée ensoleillée, quelques nuages l'après-midi, mais le ciel sera toujours bien dégagé. Les températures seront comprises entre 14 et 20 degrés. Jeudi 4 mai, ce sera la Saint-Sylvain. Saint-Sylvain, évêque de Gaza, mort en martyr au IVe siècle. Les photos de fin de journal de Stéphane Dana sont consacrées à la victoire de la Roca Team dans le match 3 face au Maccabi. Monaco, je le rappelle, a gagné 2 matchs. Il reste encore une victoire à décrocher pour accéder au Final Four. La prochaine rencontre, ce jeudi, 20h, à Tel Aviv, en direct sur Monaco Info. Ce journal est terminé. Vous retrouverez demain, même lieu, même heure, Émilie Rousseau à la présentation. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.